L'histoire de l'humanité a toujours été marquée, rythmée, par des constructions et des destructions. Mais il y a toujours eu un esprit de génie, l'esprit humain, qui a été capable de se relever, de continuer à reconstruire. Chaque civilisation qui s'est effondrée a laissé place à une nouvelle civilisation. Cette force, ce rythme de résistance, de résilience, nous allons essayer ensemble de le définir. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Boris Cyrulnik. Bonjour, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous êtes neuropsychiatre, auteur de nombreux livres, que ce soit dans le monde professionnel, mais aussi pour le grand public, sur toute cette approche, et en particulier, c'est vrai que je voudrais aujourd'hui construire notre émission sur cette base. Existe-t-il une définition claire, précise, de la résilience, et comment est-ce que cette résilience nous accompagne dans notre quotidien ? Alors, la définition de la résilience, il ne peut pas y avoir plus simple, c'est presque bébête. Après un traumatisme, comment fait-on pour se reconstruire et se remettre à vivre ? Donc il ne peut pas y avoir de définition plus logique et plus bébête. Ce qui est difficile, c'est de découvrir les facteurs qui permettent la reprise d'un nouveau développement, puisque la blessure, le traumatisme, le fracas, on ne l'oublie pas. Il est dans notre corps, dans notre âme, dans notre culture, donc on ne l'oublie pas. Mais on peut très bien se reconstruire dans une autre direction et, comme vous venez de le dire, inventer une autre manière de vivre et une autre culture. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle orientation ou bien plutôt de maintenir le cap ? Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux points ? Alors, je dirais que c'est un remaniement. On part dans une direction et puis il y a un fracas. La guerre, la pauvreté, l'agression, il y a un fracas. On réutilise ce qui était en nous et autour de nous, on le réutilise, les ressources internes et les ressources externes, pour reprendre un développement le mieux possible. Mais c'est dans la même direction, mais ce n'est pas le même développement. Est-ce qu'il existe un terreau favorable à la résilience ? C'est-à-dire, est-ce que dans le cursus, lorsque l'homme grandit, lorsqu'il évolue, est-ce qu'il peut acquérir une force de résilience pour sa vie adulte ? Tout à fait. Alors nous, on dit un peu différemment. Il y a des facteurs de protection qu'on peut acquérir dans la petite enfance, dans la relation affective, dans la construction de la verbalité et dans les récits sociaux. Et cette convergence de déterminants neurologiques, affectifs, verbaux, culturels, fait qu'on acquiert une force psychologique qui fait que, en cas de malheur, ce qui n'est pas rare, on souffre, bien sûr, puisque le réel nous frappe, donc on souffre, mais on se remet à vivre assez rapidement. Ceux qui, à l'opposé, ont acquis des facteurs de vulnérabilité, isolement sensoriel, privation affective, retard de langage, pauvreté culturelle, ces gens-là ont acquis des facteurs de vulnérabilité émotionnelle. Et quand un malheur leur arrive, la résilience pour eux est beaucoup plus difficile. Vous avez écrit un livre, justement le dernier, « La nuit, j'écrirai des soleils ». Alors on va essayer bien évidemment de percer un petit peu ce livre, mais vous utilisez une expression qui est très belle, vous parlez de niche sensorielle. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Quelle est cette approche de cette expression ? Alors, aucun bébé ne peut vivre en dehors de toute relation humaine. Donc il faut qu'il soit enveloppé. Et ce qui enveloppe un bébé pendant 9 mois, c'est le corps de sa mère, son ventre. Et après, c'est les bras de sa mère, c'est ce que j'appelle la niche sensorielle. Mais les bras, donc ça compose une manière de toucher, de sourire, de parler, parce que la parole chez un bébé est déjà importante, même s'il ne comprend pas le contenu des mots, il comprend qu'on lui parle, donc pour lui c'est un événement important et ça tisse le lien affectif. Donc la parole agit bien avant la double articulation, la parole agit comme un objet sensoriel. Et puis la manière d'entourer le bébé, de le sécuriser ou de l'abandonner ou de le maltraiter, ce qui arrive. Donc on voit que cette niche sensorielle est structurée. Elle est structurée par l'histoire de la mère, par la relation avec le père, par la structure familiale et déjà par les récits culturels. Parce qu'il y a des cultures, notre propre culture, il n'y a pas longtemps encore, disait que quand un bébé pleurait, il ne fallait pas le prendre dans les bras parce que ça le rendait capricieux. On a fait des observations
d'éthologie de l'attachement, et on a découvert sans peine que c'est exactement le contraire. Un bébé qu'on laisse pleurer devient de plus en plus mal, il se sent abandonné et il apprend à pleurer, alors qu'un bébé sécurisé apprend à être sécurisé, il pleure de moins en moins et quand il parle, il peut dire ce qui ne va pas et appeler au secours. Vous parlez de niche sensorielle. Quelle est la place de l'intellect ? On parle d'un bébé qui ne perçoit pas encore, qui n'a pas encore de faculté intellectuelle telle qu'on peut le percevoir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un bébé dans le ventre de sa mère peut ressentir ? Il ne parle pas, il n'exprime rien. Est-ce qu'on a un moyen de savoir ce qu'il ressent ? Il ne parle pas, mais il exprime. Et c'est à nous d'apprendre à décoder ce qu'il dit préverbalement. Et il y a des échographies légales en France maintenant. Les femmes enceintes doivent passer des échographies. Et au cours de la deuxième échographie, on voit que le bébé répond aux émotions maternelles. Et ces émotions peuvent être provoquées par la relation avec son mari, une bonne relation sécurisante, et parfois violence conjugale, ou désespoir de la mère, qui est souvent provoqué par la précarité sociale. Le plus grand facteur d'altération du bébé dans l'utérus, c'est la précarité sociale de ses parents. Parce que quand les parents sont prisonniers des contraintes économiques, le frigidaire est vide, on ne pourra peut-être même pas dormir dans la maison ce soir, la mère est anxieuse. Et le bébé ne comprend pas ce qui se passe, mais il perçoit biologiquement les substances de stress sécrétées par sa mère parce qu'elle est anxieuse, possiblement par des conditions socio-culturelles. Donc le bébé ressent, perçoit, mais il ne se représente pas le malheur de sa mère, mais il perçoit qu'elle n'est pas bien. Donc cela crée un manque ou un désespoir chez ce bébé ? Alors, je dirais que ça crée un manque parce qu'il est en voie de développement et qu'il lui manque une sécurité pour continuer à se développer. Donc ça crée un manque. Pour créer un désespoir, il faut avoir un rêve de soi. Donc il faut avoir un récit de soi. Quand je serai grand, je serai beau comme Tarzan, je sauverai la planète. Donc ça crée un récit de soi. Donc je crois qu'un bébé ne peut pas être privé d'espoir, mais il peut être privé de relations affectives, ce qui altère son cerveau, son système nerveux. La niche sensorielle dont vous parlez, elle se construit au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant. Ça veut dire qu'au début, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, est-ce qu'il a une autre niche que celle de sa mère ? Est-ce qu'il a un autre rapport ? Est-ce que, par exemple, la place du père, au moment où le fœtus est encore dans le ventre de sa mère, est-ce que le père joue déjà un rôle sur cette construction de niche sensorielle ou il faudra attendre un peu plus tard ? Alors, le père joue un rôle sur la mère qui joue un rôle sur le bébé. C'est-à-dire que si le père ne sécurise pas la mère, il joue un rôle. Mais le bébé perçoit la sécurité de la mère ou l'angoisse de la mère ou son malaise physique qui est résiliable parce que si on réorganise la niche sensorielle, le bébé reprend très vite un bon développement. Mais ce n'est pas le père qui est perçu, c'est l'effet du père sur sa mère qui agit sur le bébé. En revanche, après la naissance, pendant la grossesse, en fin de grossesse, le bébé perçoit les basses fréquences de la voix de sa mère, parce que les hautes fréquences sont filtrées par le corps et surtout par le liquide amniotique. Mais donc, il perçoit très bien les basses fréquences comme un mouvement de ficelle qui vient cogner sur un mur. Donc ça, il le perçoit très bien. Ce qui veut dire que quand la mère parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Et là, il y a beaucoup d'observations qui ont été faites avec les capteurs techniques qui montrent qu'il est tout à fait important d'agir sur la mère qui agit sur le bébé. Mais après la naissance, le père apparaît. Et je suis désolé, mais il apparaît après la mère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et je pense que Lacan avait dit le père a un pouvoir séparateur. Et nous, on le répétait. Et maintenant, nos observations expérimentales permettent de confirmer qu'il avait totalement raison. C'est-à-dire que le père, apparaissant après la mère, apprend au bébé à aimer deux figures d'attachement différentes. S'il n'y avait qu'une figure d'attachement, le bébé l'aimerait et il en deviendrait prisonnier. Alors qu'ayant intérêt à aimer sa mère d'abord, bien sûr, et son père, le pouvoir séparateur du père ouvre le monde psychique de l'enfant et il apprend à aimer sa mère et son père, et puis après la tante, la grande sœur, le chien de la famille, et après les copains du quartier. Donc ça ouvre le monde de l'enfant. Donc effectivement, la neurobiologie actuelle confirme que Lacan avait raison, le père a un pouvoir séparateur.
Alors là, nous sommes dans un schéma classique où la niche sensorielle est bien construite. Comment un enfant peut gérer et apprend à gérer lorsque cette niche sensorielle est manquante ou affaiblie par notamment la disparition d'un des deux parents ou bien une séparation de l'un des deux parents? Est-ce que l'enfant peut être capable de se reconstruire malgré tout ou d'avoir une nouvelle niche? Alors, non, un enfant sans autre n'existe pas. Un enfant sans altérité n'a aucune chance de se développer. Pour qu'un enfant devienne lui-même, il faut qu'il y ait un autre. D'abord la mère, le père, la grande sœur, le quartier, etc. Mais lorsqu'il y a une déchirure, l'enfant souffre, freine ses développements, mais si on réorganise la niche, si on propose un substitut à l'enfant autour de la niche, il reprend un développement résilient, c'est-à-dire un bon développement, mais ce n'est pas celui qu'il aurait eu si le père, la mère s'étaient bien entendus, s'il n'y avait pas eu la guerre, s'il n'y avait pas eu la précarité sociale. Mais c'est un bon développement quand même. Alors nous connaissons le mode de fonctionnement de notre société occidentale. Est-ce que dans d'autres sociétés, lorsqu'il y a justement un des deux parents qui disparaît, est-ce que la société autour de l'enfant s'organise différemment pour justement lui proposer ce genre de niche plus équilibrée? Bien sûr, les sociétés africaines et les sociétés asiatiques entourent le bébé. Et si la mère meurt ou tombe malade, la niche sensorielle du bébé change à peine. Parce qu'il y a toujours 2, 3 femmes, 3, 4 hommes qui s'occupent, qui entourent le bébé, et tout le monde est père ou mère du bébé. Donc si la mère souffre, le bébé va sentir quelque chose, mais la culture a organisé une telle niche sensorielle que très vite, il va s'adapter et continuer un bon développement. Alors que dans notre culture individualiste occidentale, la niche est toute petite, c'est le foyer. Et le foyer parental est une invention récente. Il existe depuis quelques siècles. Avant, c'était le groupe, c'était le village qui élevait le bébé, l'enfant, et c'est seulement depuis l'industrie, l'ère industrielle, que le foyer, maman, papa et l'enfant, tutorise le développement de l'enfant. Ce qui fait que si la mère tombe malade ou souffre, ou si le père meurt, ça ne va pas rendre la mère heureuse. Donc la niche sensorielle de l'enfant est très altérée, et là, il n'y a pas de substitut. Mais finalement, ce que vous nous expliquez, c'est que cette niche sensorielle qui doit se reconstruire, elle est essentiellement reconstruite par l'environnement, par l'entourage, par les autres. Comment est-ce que l'individu lui-même pourrait s'en sortir s'il n'y a pas cet apport de l'extérieur? Est-ce qu'il peut se construire tout seul une niche? Non, non. Il ne peut pas s'en sortir. L'homme seul n'existe pas et le bébé seul existe encore moins. Même s'il est sain, biologiquement, génétiquement, neurologiquement, même s'il est totalement sain, s'il n'y a pas d'altérité, il ne peut rien développer. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, parce que dans la condition humaine, il y a des enfants abandonnés. Avec les guerres actuelles, il y a 54, on dit pudiquement, aujourd'hui on dit conflits armés. Mais ces conflits armés, depuis la Seconde Guerre mondiale, ont tué plus de 100 millions de personnes. Donc c'est des conflits armés qui, étant chroniques et se répétant, tuent beaucoup de monde. Donc on voit que ces enfants-là, s'ils sont isolés, abandonnés sensoriellement, arrêtent tout leur développement, même s'ils sont parfaitement sains. C'est-à-dire que l'homme seul n'existe pas, et maintenant les découvertes de la neurologie montrent qu'un cerveau seul n'existe pas. Et là aussi, on peut le calculer, on peut le montrer par des machines? On le photographie, on le mesure, on fait des expérimentations qui le relancent, qui l'éteignent, on voit les zones cérébrales qui fonctionnent. Si vous me parlez gentiment, vous allez augmenter le volume et la consommation d'énergie dans mon circuit limbique, qui est le circuit neurologique des émotions et de la mémoire. Je vais me sentir bien parce que vous me parlez gentiment. Si, au contraire, vous me faites des gestes de menace, je vais traiter les 2 lobes occipitaux qui traitent les images et je vais avoir des images peut-être traumatisantes. Si vous me parlez, si je vous réponds, c'est mon lobe temporal gauche. On ne voit pas ce que pensent les gens, mais on voit comment fonctionne le cerveau et on sait que si vous me traumatisez, mon cerveau va s'éteindre. Si vous me sécurisez, mon cerveau va se remettre à fonctionner. Ça sera le premier pas vers la résilience. C'est très intéressant, vous me faites penser à un enseignement de nos maîtres dans le Talmud qui affirme qu'à travers la parole que l'on peut adresser à l'autre, on peut donner de la vie à l'autre, ou bien lui retirer la vie. Ça irait vraiment dans ce sens? Le golem,
Spinoza, qui a eu des difficultés avec les Juifs, et alors qu'il était juif, Spinoza dit un peu ces choses-là. Et effectivement, je pense que la parole modifie le cerveau. Non, ça donne vie. C'est-à-dire que on voit que les gens qui s'entraînent à élaborer hypertrophient certaines zones cérébrales. La musique, les gens qui écoutent la musique l'entendent surtout avec le lobe temporopariétal droit. Les instrumentistes, c'est surtout la zone de l'hémisphère gauche autour de la zone du langage. La musique peut être considérée comme un langage, en tout cas c'est une stimulation de certaines zones cérébrales. Et les bébés à qui on apprend ou à qui on fait entendre de la musique parlent avant ceux qui sont privés de musique. Donc parler à un bébé, même s'il ne comprend pas les mots, c'est très important pour lui, ça stimule certaines zones cérébrales, ça éveille son affectivité et ça le prépare à la parole. D'ailleurs, aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Vous l'avez sûrement remarqué. Il n'y en a qu'un qui a parlé le jour de sa naissance, c'est Rabelais, qui à peine né s'est écrié « à boire, je veux du bon vin ». Mais à part Rabelais, il faut attendre 20 mois pour que les bébés tentent l'aventure de la parole, tentent l'aventure de leur parole. Ils apprennent la langue maternelle, et ils l'apprennent en 10 mois, sans école, sans professeur, au corps à corps, performance intellectuelle qu'on ne pourra plus jamais refaire de notre vie. Donc oui, la parole agit sur le cerveau et nous donne un outil de relation d'âme à âme. D'où la nécessité de l'écriture, la nécessité de la poésie, la nécessité de s'expliquer, parfois même de se disputer. Donc c'est la condition humaine, mais cette parole parlée crée la condition humaine. Mais avant de débarquer dans la condition humaine, nous, êtres humains, on vit déjà dans un monde de biologie, de sensorialité. Et si cette biologie-sensorialité est altérée par l'histoire de la mère, ses relations avec son mari, la précarité sociale, la guerre ou une enfance douloureuse. Donc à ce moment-là, on voit que la niche sensorielle est altérée et altère le cerveau de l'enfant. Vous rapportez dans votre livre La nuit j'écrirai des soleils, vous rapportez ce constat, notamment par rapport à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale à Auschwitz, où on fait le constat que finalement, ceux qui ont tenu n'étaient pas forcément les plus forts physiquement. Non. Mais très certainement ceux qui avaient une niche sensorielle qui était plus construite, plus développée autour d'eux lorsqu'ils étaient enfants. Tout à fait. Alors effectivement, ça s'est vu dans les camps japonais, ça s'est vu à Auschwitz, ça se voit dans les conditions écologiques ou sociales difficiles. C'est pas forcément les plus forts physiquement qui tiennent le mieux. Les footballeurs américains dans les camps japonais, ces monstres de muscles, c'était ceux qui tombaient les premiers, parce qu'ils avaient besoin de leurs protéines, de leur entraînement, et dans ce camp, ils les avaient pas. Et ceux qui résistaient les mieux, c'était ceux qui avaient une liberté, un monde du dedans, avec de la poésie. Et que Stewart, américain, dans les camps japonais, dit « Là, il y avait un monde de liberté que personne ne pouvait me prendre. Je souffre dans le réel. Mais là, dans la représentation du réel, la poésie, je suis mon maître, j'ai ma liberté. » Même phrase à Auschwitz, tout le monde écrivait à Auschwitz. Tout le monde, c'était puni de la peine de mort, il n'y avait pas de papier, pas de stylo, tout le monde écrivait. Pourquoi est-ce que les prisonniers écrivent sur les murs? Pourquoi est-ce que quand on perd quelqu'un, on grave son nom sur une tombe, on écrit quelque chose? Parce que l'écriture permet de le faire vivre encore, et faire vivre encore, plus dans le réel, puisqu'il n'est plus là et qu'il est mort, mais dans la représentation du réel, j'aime encore quelqu'un qui n'est plus là. Je pense encore à ce qu'il m'a dit. J'aime encore, je fais vivre encore quelqu'un, il est encore là alors qu'il n'est plus là. Alors justement, par rapport à cette représentation du réel, vous expliquez que lorsque l'on reçoit un coup, par exemple, on souffre deux fois. Oui. Il y a le coup en tant que tel, au moment où je reçois ce coup-là, et il y a la représentation que je me fais du coup au présent et dans la suite de ma vie. Alors, est-ce que l'on peut travailler sur l'une de ces deux perceptions, où il y en a une qui est de toute façon invariable, et une autre sur laquelle je peux effectivement avoir un effet ? Alors, il y en a une qui est moins variable que l'autre. La perception du coup, il y a les voies de la douleur qu'on connaît, qui sont les mêmes chez tous les mammifères. Mammifères non humains, mammifères humains. C'est-à-dire qu'on a les voies de la douleur qu'on connaît très bien,
qu'on sait photographier. On me pince, il y a un neurone particulier qui envoie la stimulation, qui prend un relais dans la partie postérieure de ma moelle, qui arrive dans une petite grappe de raisin qui est à la base du cerveau et qui envoie au cortex. Et je dis aïe. Donc ça, c'est des voix qui sont totalement codées, photographiées, mesurées. Elles sont variables déjà selon le développement. Et la deuxième voie, c'est la représentation de la douleur, la représentation de la souffrance qui dépend de nos récits, qui dépend de notre sécurité affective. Et là, on module l'expression de cette voix anatomique. Elle est anatomique et pourtant, elle peut s'exprimer ou transporter les informations de manière variable selon si vous me sécurisez, la même piqûre me fera moins mal que si vous m'insécurisez. Si je suis seul, j'aurai peur de tout. Dans le noir, on a encore plus peur. Et si je me pince ou si je me brûle, seul, j'aurai très mal. Mais si vous me sécurisez, si vous m'expliquez pourquoi je souffre, ça va diminuer l'intensité, la partie corticale. La partie information, c'est la même, mais arrivé au niveau du cortex, si vous m'expliquez, si vous me parlez, vous allez agir avec vos mots. Vous allez agir sur mon cerveau et le faire fonctionner différemment. Je n'éprouverai pas la douleur de la même manière. Lorsque l'on exprime cette souffrance, vous nous expliquez, alors je voudrais bien qu'on essaye de comprendre le titre de votre livre. La nuit, j'écrirai des soleils. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? La nuit, la souffrance, les moments difficiles de notre existence, j'écrirai des soleils. Est-ce que l'expression de ma souffrance doit nécessairement passer par une écriture, par de l'art, par de la musique, par un chef-d'œuvre? Nécessairement, non. Mais ça peut aider. Et ça aide quand même pas mal. C'est-à-dire que si je souffre et si je me soumets à ma souffrance, ce qui arrive, c'est le syndrome psychotraumatique, c'est les gens qui souffrent seuls depuis trop longtemps et qui finissent par décrocher, la vie ne vaut plus la peine, je me laisse aller, je me laisse glisser vers la mort, c'est trop dur de vivre, ça existe ça. Mais s'il y a la nuit, je souffre et la nuit les souffrances sont augmentées. Mais si dans mon esprit, je dis je vais écrire, c'est agir sur le réel. Je prends un papier, je prends une plaque d'argile, à Sumer, ce qu'on appellerait Irak aujourd'hui, une plaque d'argile, j'écris sur la plaque d'argile, j'ai la preuve que j'ai pensé quelque chose, qu'on a passé tous les deux un contrat et que vous l'avez signé. C'est sur la plaque d'argile, le calculi qu'on a échangé, j'ai la preuve que l'écriture agit sur la matière. Et j'agis sur la matière en écrivant. Je transforme la manière d'éprouver le réel parce que je vais chercher des mots, je vais faire des phrases pour vous expliquer, pour agir sur votre monde mental. Les mots agissent sur la matière, la glaise, la terre glaise, les mots agissent sur le monde mental des autres. Si j'arrive à trouver des mots qui arrivent à être assez beaux, assez vous intéresser, je suis plus seul au monde, puisque j'ai réussi à vous faire rentrer dans ma souffrance, mais je ne veux pas me faire plaindre. Je vous invite à rentrer dans la manière dont j'affronte ma souffrance et dont je la métamorphose pour en faire un récit, Anne Frank, une poésie, Paul Celan, un témoignage, Primo Levi, une agression, Primo Levi, une métamorphose, Elie Wiesel, dont je fais quelque chose de ma souffrance. Je ne me soumets pas. Et en vous proposant, non pas ma souffrance, mais en vous proposant ce que j'ai fait de ma souffrance, une poésie, une œuvre d'art, une revendication, peu importe, un essai, j'agis sur votre monde mental, vous me répondez, je suis plus seul au monde. Si c'est un homme, vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme. Que celui qui peine dans la boue, qu'il ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui, pour un non, considérez si c'est une femme. Que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants. Ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Primo Levi.
mais cette écriture pourrait nous enfermer nous-mêmes dans ce passé, justement, alors que je voudrais m'en sortir. Tout à fait. Alors, ça dépend comment j'écris. Et l'idée que je vous ai proposée, c'est qu'il fallait que je cherche les mots, les phrases, les images pour agir sur votre monde mental. Mais il y a une écriture qui peut aggraver la souffrance, comme les mots. Les mots sont à la fois des bénédictions autant que des malédictions. Tout dépend comment j'emploie la parole parlée. Or là, dans la parole écrite, si je la métamorphose, je suis fier de moi et vous allez être intéressé, je suis plus seul. En revanche, si je rumine, si je passe mon temps à répéter l'horreur, la même horreur, pourquoi il m'a dit ça? Je renforce le syndrome psychotraumatique, je renforce la mémoire de la souffrance passée. C'est ce qu'a fait Primo Levi. Il écrit lui-même, d'ailleurs, qu'il voulait témoigner pour se venger. Il écrit, alors qu'il avait une intelligence extrême, un talent d'écrivain extrême, mais il se servait de la parole. Quand Si c'est un homme a été traduit en Allemagne, il a dit, pour moi, c'est un livre en Allemagne, c'est un revolver dirigé sur la tête de chaque Allemand. Et il disait, ce que j'ai vu, je veux choisir les moments les plus douloureux, les choses les plus insupportables pour en témoigner. Il fallait qu'il témoigne, bien sûr, mais il a écrit dans Naufragé rescapé, il écrit « Je suis de plus en plus mal ». Parce qu'il avait aggravé sa souffrance. Cet homme remarquable n'avait pas utilisé l'écriture pour la métamorphoser, pour en faire une poésie, pour en faire une histoire familiale ou pour en faire une réflexion culturelle ou une philosophique. Il avait entretenu la souffrance comme il avait mis son esprit, son âme, sur le tapis roulant de la dépression. Et il s'est probablement suicidé. Donc finalement, on sublime un événement, on le transforme en œuvre d'art, comme vous le dites. Et c'est vrai que dans votre livre, vous nous faites remarquer que parmi les grands écrivains français, de nombreux ont eu des niches sensorielles qui étaient très défaillantes. Oui, alors vous avez employé le mot sublime, parce que c'est un mot qui avait été proposé par Papa Freud, mais qui partait d'une pulsion sexuelle. Il disait la pulsion sexuelle, je ne passe pas à l'acte tout de suite, je la réprime, et cette énergie que j'avais pour la sexualité, je vais l'utiliser pour le détour de l'œuvre d'art. Alors voilà, ça c'était le mot tel que sublime, sublimation, tel que le proposait Freud. Alors c'est vrai que c'est pas moi qui ai fait ça, c'est Hénal, qui était professeur en Suisse, qui avait tenté un recensement des écrivains, pas seulement français, des écrivains qui avaient été orphelins. Et dans Les orphelins mettent le monde, il y a plusieurs pages d'énumération. Alors j'ai choisi quelques noms, mais je n'ai pas voulu recopier toutes les pages, et c'est énorme, énorme. Le nombre d'orphelins, Georges Perec, mon frère d'âme, Georges Perec est hébété, parce que ses parents ont disparu. Ils ne sont pas morts, ils ont disparu, c'est pas pareil. Ils ont disparu. Mon père était là, j'avais 3 ans, dit Georges Perec, pour ma part j'avais 2 ans. Il s'engage dans le régiment de volontaires étrangers, dans l'armée française. Ce qu'a fait mon père. Sa mère était là, elle l'accompagne à la gare de Lyon, elle disparaît. Son père disparaît, sa tante disparaît, ils ne sont pas morts, ils ont disparu. Il est hébété, son monde est vide, la niche sensorielle est vide, mais il a des traces sensorielles imprégnées dans sa mémoire. Les premiers mois de sa vie, il a été bien solidifié, probablement par une mère, un père, une famille qui l'avait bien solidifié. Puis arrive le malheur, 39, la guerre, puis ensuite la guerre, son monde se disparaît. Il n'est pas mort, il attend, il est vide, jusqu'au jour, il est hébété, il est très mauvais élève, il ne comprend rien, jusqu'au jour où il dit, mes parents ne sont pas disparus, ils ne reviendront jamais, donc il faut que j'écrive pour leur offrir une sépulture. Et il devient bon élève, parce sa vie a un sens. Il faut qu'il devienne bon élève pour un jour devenir écrivain. Et à l'âge de 8-10 ans, il se présente, qu'est-ce que tu fais mon petit? Je suis écrivain. Donc il avait déjà cette étoile du berger qui l'orientait vers l'écriture. Et c'était un homme adorable, c'était un homme très gai, très cultivé. J'ai des amis qui ont travaillé avec lui. Et il a écrit La disparition, qui a eu le prix Renaudot, je crois. Et qu'est-ce qui a disparu dans ce livre? C'est la voyelle E, qui désigne « eux, mes parents disparus ».
Donc on voit que ce vide, ou bien on reste vide, ce qui est arrivé à Pérex, ce qui m'est arrivé, ou bien, puisqu'on n'allait pas à l'école, donc, et puis on était hébétés. C'était le vide et la mort, le risque, on savait, le risque de mort. Donc ou bien on reste vide, ou bien on remplit ce vide par une créativité, une œuvre d'art, un film, un roman, une rage de comprendre, une rage d'écrire, et à ce moment-là, notre vie prend sens, il suffit de travailler. Et dans la musique aussi, on peut avoir cette rage. Beethoven, qui a perdu l'ouïe et qui se retrouve à écrire, et lorsqu'il se retourne derrière lui, il voit le public debout en train d'applaudir à tout rompre, parce qu'en réalité, il avait exprimé cette souffrance. Voilà, et il avait compensé cette souffrance. Par exemple, les tambours de Beethoven sont anormalement forts. Et ça fait une forte impression, mais lui, il n'entendait pas, il pensait le son. Or, il avait fait dans sa surdité qui le torturait, il avait pensé le son, mais il l'avait écrit trop fort. Il n'entend pas les tambours, il n'entend pas la musique, il l'entend dans sa tête, mais pas dans ses oreilles. Et il n'entend pas les applaudissements. C'est quelqu'un qui lui fait signe de se retourner, et il voit que la foule est debout, en train d'applaudir l'hymne à la gloire. Est-ce que ce thème de résilience vous parle à vous directement ? Est-ce que vous pouvez revenir sur votre propre histoire, bien évidemment, pour en tirer quelque chose, pour nous transmettre quelque chose ? Vous racontez, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Shoah, vous êtes caché sous le corps d'une femme mourante pour vous dérober. Qu'est-ce que cela a imprimé en vous ? Alors, j'ai été arrêté, ma famille avait disparu, il n'y avait plus de juifs autour de moi. Les hommes étaient dans l'armée française et les autres étaient déjà à Auschwitz ou dans la résistance. Donc il n'y avait pas de juifs autour de moi. Et quand j'ai été arrêté à l'âge de 6 ans et demi, j'ai très clairement, facilement, c'était évident, ce n'était pas un effort d'intelligence qu'on était condamné à mort. Hein. Et moi je l'avais très clairement entendu, très clairement compris. Et au moment du transfert, j'ai réussi à m'évader parce que les Allemands avaient donné des coups de crosse dans le ventre de Madame Blanchet, qui était une républicaine juive, républicaine espagnole, et elle avait la paroi éclatée et elle saignait beaucoup. Et quand j'ai vu qu'elle était... ils avaient réquisitionné une camionnette, ils l'avaient placée dans la camionnette et j'ai plongé sous le corps de Madame Blanchet. Et on a été les 2 survivants de cette rafle sur 1700 personnes. Il y en a eu 2 au moment de la rafle. Il y avait cette dame qui a été recousue et qui n'est pas morte, et moi qui étais sous elle, qui ne suis pas mort. Et j'ai eu ensuite, elle m'a retrouvé un peu avant sa mort, et j'ai eu ensuite des relations d'amitié et d'affection avec son fils, et c'est aujourd'hui encore avec ses petits-enfants. Vous n'aviez plus vos parents déjà ? Vous n'aviez plus vos parents déjà ? Non. Enfin, je ne savais pas que je les avais plus. J'étais emprisonné, mes parents n'étaient pas là, mais je ne savais pas que je les avais plus. Je ne savais pas que je les avais plus, que je les reverrais plus jamais. Je ne me sentais pas orphelin. D'ailleurs, je me suis étonnamment peu senti orphelin. J'étais orphelin dans le réel, mais pas dans la représentation du réel. Et ce que ça a mis en moi, c'est que la nuit, il y a toujours quelque chose qui brille. D'où le titre. C'est-à-dire, même en pleine nuit, Madame d'Escoubès m'a fait signe de courir vers l'ambulance. Madame d'Escoubès, c'était une infirmière de la Croix-Rouge. En pleine nuit, j'ai été caché par des justes. Après mon évasion, je ne pouvais pas aller à l'école. Il y a toujours eu des gens qui m'ont entouré. À la Libération, j'ai retrouvé une tente. En pleine nuit, il y a toujours une lueur, mais il ne faut pas la rater. Et on ne rate pas cette lueur si avant, notre mère, notre père, notre foyer, notre culture ont su imprégner en nous des facteurs de protection. Et là, même dans la grande souffrance, il y a toujours une loupiote. Donc voilà ce que cet épisode de ma vie m'a appris. Est-ce que l'on peut maintenant extrapoler notre approche, élargir au maximum en parlant de l'histoire du peuple d'Israël ? Est-ce que la notion de résilience n'est pas finalement celle qui accompagne toute l'histoire du peuple juif ?
à travers ses pérégrinations et peut-être même à travers son premier exil, qui n'en était pas véritablement un, lorsqu'il était en Égypte. Comment est-ce qu'il a pu se relever et se construire, se projeter avec toute son histoire que nous connaissons? Alors oui, je dirais que le peuple juif est une illustration de la résilience collective. Je crois même que dans le Talmud, il y a des phrases qui permettent de travailler cette idée. Mais je pense que beaucoup d'autres peuples peuvent dire ça aussi, parce que la souffrance fait partie de la condition humaine et de la construction sociale. Mais les Juifs sont peut-être médailles d'or des difficultés. Mais cette difficulté, régulièrement, ils l'ont transformée, souvent en merveille. Comme ils n'avaient pas le droit d'avoir de terre, comme ils n'avaient pas le droit d'avoir de biens et d'employés chrétiens, ils étaient invités fortement, contraints au métier de la tête, au métier de la banque, au métier des langues, au métier des voyages, au métier de la médecine, au métier de la musique, au métier de la philosophie. Et quand l'ère industrielle s'est développée, 18e, 19e siècle, ils avaient toutes les armes pour s'épanouir. Donc je pense que, et ça s'est produit très souvent, alors c'est peut-être pas, la sortie d'Égypte est peut-être pas réelle, mais quand même, l'architecture qui est aussi une écriture. Le peuple juif a quitté l'architecture pyramidale et dès qu'ils ont construit des villes, c'était des villes avec une porte d'entrée et des maisons autour d'une place. Les premières cités de juifs, l'architecture juive racontait une autre manière de vivre en société. C'était plus pyramidal, c'était collectif avec un endroit, une espace de rencontre. Même raisonnement pour la littérature, même raisonnement pour la philosophie. C'est-à-dire qu'il y a une manière de vivre qui fait en même temps peut-être la force du peuple juif, même si d'autres peuples connaissent ça aussi, hein, c'est la solidarité, la fièvre affective que j'éprouve quand je vais dans un milieu juif. Alors c'est affectif, ce qui est bien agréable, mais c'est parfois fiévreux. Mais ça fait partie, comme dans les familles finalement. Dans les familles, on a cette fièvre affective, on s'aime, et puis parfois on n'est pas d'accord, et on s'aime et on se dispute. Eh bien, je retrouve ça finalement dans le peuple juif, dans les groupes juifs. J'aime pas trop parler l'expression communauté juive, parce qu'il y a tellement de manières différentes d'être juif que j'aime bien parler de judéité et de peuple juif, mais pas de communauté, ou alors au pluriel. Et on retrouve également l'idée de l'écriture, l'expression de l'écriture, parce que c'est tout de même intéressant de remarquer que le Talmud de Babylonie a été écrit, comme son nom l'indique, en Babylonie, c'est-à-dire en période d'exil, en période noire, en pleine nuit. Écrire un soleil en pleine nuit, c'est-à-dire un texte qui va nous accompagner, qui va codifier, mais pas simplement, ce n'est pas simplement un code de loi, le Talmud, c'est également un mode de raisonnement qui va être proposé, peut-être pour sublimer aussi cet exil dans lequel nous étions plongés. Pour créer un monde, dès l'instant où on fait parler les mots, parce que les mots ne désignent pas que des choses. Les mots désignent une direction, un halo affectif, puis un halo sémantique. Les mots ne sont pas rigides, ce n'est pas des choses. Les mots sont des objets qui désignent un morceau de monde, ce n'est pas des choses inertes, sans étendue, sans substance. On fait parler les mots, et on fait parler les mots parlés. Il faut les commenter, il faut les interpréter. Alors là, les Juifs sont doués pour ça. La Torah n'est rien d'autre qu'une interprétation sans cesse renouvelée. Voilà. D'ailleurs, on n'a jamais voulu fermer les portes de la sagesse dans la tradition juive. On les laisse ouvertes, grandes ouvertes, pour que chacun puisse y interpréter, y donner sa lecture avec son histoire, avec sa niche sensorielle, avec ce qu'il est au plus profond. Voilà, et le mot interprétation, c'est ce qui donne vie à l'objet. C'est-à-dire que si on n'interprète pas la partition, il n'y a pas de musique. Donc pour éprouver la beauté de la musique, il faut qu'il y ait un auteur qui fasse des notes, une convention, la convention des mots parlés, mots écrits, notes musicales. Il faut qu'il y ait un musicien et que chaque musicien interprète, c'est-à-dire donne vie à ce qui est écrit. Donc ça permet aussi d'éviter le dogmatisme, ça. Donc ça permet d'évoluer. Et si le contexte change, si notre histoire change, si nos rencontres nous modifient, on interprétera un peu différemment, d'où la richesse du monde intime juif et d'où aussi l'aptitude à la dispute. Je voudrais échanger avec vous sur un texte de l'Office que nous récitons tous les jours. Nous affirmons
que Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte pour une éternité éternelle, les Cherut Olam. Nos commentateurs se posent la question, comment parler de liberté éternelle lorsque nous avons quitté l'Égypte, alors que nous savons que malheureusement l'histoire du peuple d'Israël et du peuple juif a été rythmée par bien d'autres exils tout au long de son histoire. Comment parler de liberté éternelle et comment s'attacher encore jusqu'à aujourd'hui dans nos prières, dans nos offices, à cette expression-là, alors qu'il y a toujours un exil qui est en cours, qui n'est toujours pas terminé d'ailleurs jusqu'à l'arrivée du Mashiach, du Messie. Quelle est cette liberté éternelle finalement? Est-ce qu'il est dans notre esprit? Alors, vous avez fait tout à l'heure un lapsus intéressant, hein. Vous avez parlé d'éternité éternelle, ce qu'on peut accepter. Alors effectivement, liberté éternelle, moi je comprends ça de ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des petites libertés. Les prisonniers, ils sont dans mon livre, je parle du goût de l'emprisonnement de Jean Genet, de Rimbaud. Ils veulent se faire emprisonner parce qu'en prison, la nuit, ils peuvent éprouver le plaisir de se libérer par les mots. Et Jean Genet, qui écrit merveilleusement bien, n'est pas une âme très pure. Mais il écrit merveilleusement bien, parce que pour lui, les mots sont la liberté. Et il se fait mettre en prison pour éprouver cette liberté. Rimbaud en était pas loin aussi, hein, il se faisait... Et j'ai connu un peu ça, c'est-à-dire que c'est quand on est enfermé qu'on éprouve la liberté, le désir, le plaisir de la liberté que nous donnent les mots. Alors je comprends pour moi, ma manière de comprendre liberté éternelle, c'est que même quand on est emprisonné, on peut toujours se libérer, c'est-à-dire qu'il y a toujours les mots, l'espoir, le récit, il y a toujours la loupiote dont vous m'avez invité à parler tout à l'heure, la petite flamèche, et bien on peut toujours la faire vivre. Est-ce que la niche sensorielle dont on parle pour un individu, pour un enfant, pour un bébé, est-ce qu'on peut la transposer au niveau du peuple entier? C'est-à-dire, est-ce que l'espoir qui a permis au peuple hébreu de vivre, de se maintenir en Égypte, c'était parce qu'il avait une niche sensorielle riche de ses patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, avec leurs femmes bien évidemment, qui ont amené des valeurs sur lesquelles on se construit encore aujourd'hui? À coup sûr, oui. Parce qu'il y a des expérimentations sociales tragiques aujourd'hui, c'est les cultures qui s'effondrent, où les familles sont détruites et où les enfants sont laissés seuls, ou alors on voit aussi dans la culture occidentale, où l'individu est une telle valeur qu'on sait maintenant que, par exemple, les bébés occidentaux, surtout les bébés américains, l'individualisme est tellement fort que les bébés américains sont très souvent seuls, dans des chambres confortables, avec des machines pour les garder, avec une température, mais pas de relations humaines, et les indices d'angoisse biologiques, psychologiques, comportementaux des bébés américains sont en augmentation rapide. C'est-à-dire qu'on voit comment une culture peut fabriquer de l'angoisse, alors que les conditions matérielles sont souvent bonnes. Il y a beaucoup de pauvres aux États-Unis, mais il y a beaucoup de grands riches aussi. Eh bien, les grands riches sont parfois plus anxieux que les pauvres, parce qu'ils sont isolés au nom du bien-être matériel. Alors qu'on voit des pays pauvres, il ne faut pas être en précarité sociale, mais il y a des pays pauvres mais cultivés, où la niche sensorielle, le groupe fonctionne bien, et on voit que dans ce milieu-là, les enfants se développent très bien. Boris Cyrulnik, merci beaucoup, merci pour cet échange, merci pour cette construction que nous avons pu mener ensemble. Je le rappelle, vous avez écrit « La nuit, j'écrirai des soleils ». Merci de nous avoir suivis pour cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez un bon dimanche et à bientôt.